Gna gna gna, le cinéma français, c'est pas original, c'est pas intéressant, ça manque d'ambition, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours le truc où il y a une ménagère de 50 ans, je sais pas, qui accueille un migrant, quelque chose comme ça. Bon. Au-delà du fait que ces critiques sont extrêmement gênantes, parce que je ne vois pas le reproche que l'on peut faire à ce type d'histoire, euh, notamment aussi un autre problème, bah, c'est un cliché, puisque la plupart des films français qui sortent échappe totalement à cette idée que le cinéma français serait une forme de caricature d'un film social, alors que justement ça va plus loin que ça, c'est plus intéressant que ça. La plupart des films sociaux français qui sortent sont intéressants. Je dis bien la plupart parce qu'il y a forcément à un moment des espèces de clichés qui ressortent et j'ai l'impression que ces clichés portent surtout sur un film en particulier qui sort du lot et qui va servir d'argument à la critique. Bon, euh, les imbéciles qui disent ce genre de choses ont eu leur petit film un peu débile qui vont se tenir en salle et qui en plus ne les empêche pas pourtant d'avoir des discours complètement complotistes. Hein, vaincre ou mourir, bon, je ne me suis pas déplacé pour voir ce truc. Je crois que je n'irai jamais le voir, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma. Le cinéma, le bon cinéma, et c'est tout. Et j'en ai rien à faire de ce que peut raconter un film, enfin, de ces sujets, je m'en fiche d'un film qui parlerait de migrants, qui parlerait de personnes qui accueillent des migrants chez eux. Je m'en fiche, en fait, ce qui compte, c'est le film. Hein. L'histoire, ça peut m'intéresser, évidemment. Enfin, toutes les histoires peuvent être racontées, tant qu'elles sont bien racontées, c'est ce qui compte, et c'est ce qu'on oublie, c'est que le cinéma, il est là aussi pour faire de l'art narratif, et de raconter des choses, et de bien les raconter. C'est ça qui compte. Après, concernant les histoires, moi j'en ai un peu rien à faire parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les émotions. Et effectivement, un film avec un migrant, machin, ça peut vraiment me toucher. Ça peut me toucher, évidemment. Ça peut me toucher comme un film avec un super-héros qui sauve, je sais pas, une planète. Ça peut me sauver si c'est bien raconté. Bon, le problème, c'est qu'actuellement, c'est très compliqué de pouvoir apprécier ce genre de cinéma parce que c'est un cinéma qui est complètement chute libre, hein, le cinéma de super-héros, mais bon, voilà. Par contre, la plupart des critiques qui fomentent donc les fameux, fameuses caricatures d'ailleurs d'avis dont je vous ai parlé au début, euh, ne prennent aucun recul sur le cinéma américain en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Et qui finalement donne peu de crédit à ces arguments, à ces critiques. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, 2023 commence plutôt bien avec un film que j'ai trouvé profondément beau et assez magnifique, qui en fait est un film fantastique français. Alors, on peut encore effectivement revoir les définitions de fantastique, etc. Bon, moi je parlerai plus de réalisme magique dans le cadre de La Montagne de Thomas Salvador, parce que vous en doutez, c'est de ce film-là dont je vais parler, puisque c'est un film que j'attendais beaucoup, parce que Thomas Salvador, j'en ai entendu parler avec Vincent Napadécaille, que je n'avais pas encore vu d'ailleurs, j'ai vu les deux dans la foulée en fait, hein. J'ai vu d'abord La Montagne et ensuite j'ai vu chez moi Vincent Napadécaille, qui est un très beau film aussi que je vous recommande. Mais La Montagne était un film qui me faisait de l'œil parce que, bon, déjà un film qui se passe dans la montagne, ça m'intéresse forcément, parce que la montagne, j'aime beaucoup la montagne. J'ai eu l'occasion plusieurs fois dans ma vie d'y aller. Pas assez, je pense, mais j'ai eu l'occasion en tout cas d'aller profiter des paysages montagneux et je dois avouer que ça fait partie des choses qui m'ont le plus stimulé dans ma vie, en termes d'esthétique, en termes de sensations. Je n'oublierai jamais mes classes de neige à Chamonix, parce que il y a des images qui restent, des choses qui restent. Je n'oublierai jamais mes pérégrinations avec ma famille en Auvergne. L'Auvergne, c'est magnifique. Voilà. Et voilà. Et j'oublierai jamais aussi mes sorties pour aller voir les monts d'Ambazac, qui ne sont pas des montagnes, mais qui sont des monts magnifiques. Voilà. Donc,
La montagne, c'est un film de Thomas Salvador, avec Thomas Salvador dans le rôle, qui est un film qui parle d'un homme qui vit dans une ville. Alors c'est à Paris, à première vue, et c'est bien Paris d'ailleurs, puisque c'est confirmé dans le film. Mais ça pourrait être n'importe quelle ville d'ailleurs, dans la manière que c'est filmé. Et, euh, et donc cet homme-là, il boit un café, il part au boulot. Donc ce boulot consiste à faire la publicité en fait d'une machine, d'un robot, d'un bras robot d'ailleurs, plus précisément. Et il est donc en voyage d'affaires. Et en fait, pendant ce voyage d'affaires, il s'avère que il se retrouve à Chamonix. Et pendant une présentation donc, de la machine, il va être attiré par quelque chose. Et en fait, ce qui l'attire, c'est la montagne. Donc à partir d'un chant contre chant extrêmement simple, euh, Thomas Salvador va raconter l'histoire d'un homme qui choisit comme ça, d'un coup, de tout laisser tomber et de devenir alpiniste. Et donc d'aller gravir la montagne et de découvrir ses secrets. Alors, déjà, une première chose qui m'a profondément plu, qui m'a réjoui en fait en voyant le film, c'est que c'est un film qui choisit l'économie. L'économie de mise en scène et scénaristique. C'est un film qui n'a pas besoin de vraiment de grand étalage pour raconter ce qu'il a raconté. C'est un film qui va à l'essentiel. Et je pense que la première preuve pour manifester cet aspect, c'est tout simplement le chant contre chant entre le personnage de Pierre, donc incarné par Thomas Salvador, et la montagne. Je trouve vraiment que ce chant contre chant est sublime. En fait, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Dans le cinéma, le chant contre chant, c'est quelque chose qui parfois est moqué par certaines personnes parce que c'est pas assez technique, c'est pas assez éclatant. Pourtant, un simple chant contre chant peut raconter plus de choses qu'un plan séquence. Et c'est le cas d'ailleurs dans le film, puisqu'en fait, le découpage du film est extrêmement simple. Et donc, il y a ce chant contre chant entre cet homme qui s'arrête pendant sa présentation, qui regarde vers le ciel, et là, hop, un plan assez rapide qui doit durer peut-être 4 secondes, ou 5, je sais pas, mais qui est monté, en fait, qui est très bien monté en termes d'équilibre, parce que c'est un plan qui est à la fois court, mais suffisamment long pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire qu'on a donc un plan avec cette montagne, qui semble le regarder d'ailleurs, c'est incroyable parce qu'il y a cette espèce de, de, de jeu sur les échelles, et il y a un nuage qui passe, et c'est ainsi que le film commence. Et il y a une deuxième manifestation assez fantastique, parce que on est quand même déjà dans le fantastique à partir de ce moment-là, puisque ce chant contre chant donne littéralement la parole à la montagne. Donc dès l'instant où il y a cette parole qui est donnée à un élément naturel qui n'est pas doué de parole, et que le film arrive à faire ça, c'est qu'il y a un élément fantastique qui se dévoile au fur et à mesure. Et cet élément fantastique, il apparaît une deuxième fois, lorsqu'en fait il y a un chant contre chant aussi entre Pierre, lors d'une soirée, donc post-présentation de la machine, une soirée avec ses collègues, il voit en fait une biche. Alors une biche, je ne sais plus si c'est une biche ou si c'est un autre animal, mais qui ressemble à une biche. euh, Parce qu'en montagne, bon, il y a des animaux très particuliers en fait, qui ont justement développé une aptitude à monter les montagnes, notamment leurs pattes. Je ne sais plus si c'est un chamois. Un chamois. Je crois que ça se dit chamois. Ça à vérifier. Ou si c'est ou si c'est tout simplement une biche. Moi, je suis plutôt pour l'option chamois. Voilà. Donc, on a cette créature qui croise le regard de Pierre, et pareil, très subtilement, on comprend très bien que nous sommes dans du fantastique. Parce qu'il y a un échange de regards, et échange de regards, ça a tout de même plus de sens que des mots. Et là, on est dans du pur cinéma, évidemment. Parce que le but du cinéma, c'est quand même d'illustrer une idée à partir d'un plan. Donc le plan et le montage, justement, permettent de manifester cette idée de fantastique, de réalisme magique qui s'insinue dans le quotidien. Et ensuite, le film, c'est littéralement Pierre qui progresse, Pierre qui avance, Pierre qui tente de dominer la montagne, de la comprendre, qui tente aussi finalement d'entrer en osmose avec elle,
au point où il y aura littéralement cette idée-là à la fin du film. Et c'est ça qui est vraiment magnifique parce que c'est un film qui a très peu de dialogue, qui a des dialogues pareils qui sont très efficaces en fait, mais dans l'idée où c'est des dialogues qui pourraient presque paraître pas naturels, mais qui sont profondément naturels. Parce que si on parle dans la vraie vie avec des gens, on se rend compte que parfois on sort des phrases extrêmement simples. Surtout dans cette histoire d'amour qui développe avec le personnage de Léa, incarné par la magnifique Louise Bourgoin, qui est une actrice que je trouve qui dégage un truc incroyable et qu'on ne voit pas assez, qui est profondément sous-estimée et que moi j'aime beaucoup, même si elle a joué dans Adèle Blanc-Sec, mais Adèle Blanc-Sec, j'arrive pas à totalement détester parce que je trouve qu'elle est très bien en Adèle en fait. Le film n'est pas très bien, c'est vrai, de Luc Besson, mais elle dégage un truc, cette femme, elle a quelque chose de. Une présence en fait, elle a un truc qui est incroyable, même dans ses gestes, dans sa façon d'évoluer. Et c'est pareil d'ailleurs pour Thomas Salvador, qui est un mec assez magnétique en fait, qui dégage quelque chose, qui capture automatiquement le regard. Et c'est un petit peu ça aussi le cinéma, c'est les acteurs qui ressortent à l'écran. C'est-à-dire que c'est cette capacité que l'on peut avoir lorsqu'on est cinéaste à faire ressortir quelque chose d'un acteur, d'une personne. D'ailleurs, parce qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas des acteurs à la base et qui sont filmés. On peut penser au film de Bresson, par exemple, où les acteurs, en fait, de Bresson, enfin, pas les acteurs, mais les modèles, les fameux modèles qu'il a théorisés dans son livre, les notes sur le cinématographe, dégagent quelque chose, en fait. Malgré l'aspect totalement robotique de leur jeu. Et c'est marrant parce qu'on retrouve presque un jeu bressonien dans La Montagne, dans le sens où, effectivement, on a des acteurs qui parlent normalement, en fait, mais qui parlent dans le sens où il y a presque d'une manière assez automatique. Et si j'ai bien compris, le film a été en partie improvisé d'ailleurs, parce que en grande partie improvisé, parce que déjà, bon, on tourne dans un élément qui est quand même assez dangereux, hein, la montagne. Euh, et puis, filmer un décor naturel, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a un moment où le film il va contrer le scénario complètement. C'est-à-dire que le film va choisir de se battre contre le scénario qui a été écrit. Ou soit il va correspondre totalement à ce qui a été écrit, et là c'est formidable. C'est ce qui m'arrive parfois lorsque je fais des films, c'est-à-dire que là pour le coup c'est une petite expérience personnelle. Lorsque je filme en milieu naturel, en fait, je suis totalement possédé par les éléments et parfois j'en oublie même le scénario, mais pourtant, paradoxalement, cet oubli devient presque une bénédiction parce que les images que je produis rejoignent totalement ce que j'avais pu imaginer. Et en même temps, pourtant, c'est très différent de ce que j'avais pu penser en termes d'image, mais pourtant, ça correspond. C'est ça le paradoxe, c'est que je pense que le milieu naturel, en tout cas pardon, le décor naturel, le décor qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas généré par ordinateur, ou le décor qui est fabriqué aussi, hein, parce que même si c'est pas naturel, ça reste un décor qui existe, matériel, le décor qui est fabriqué dans un hangar, ça permet en fait de se situer et voilà, de construire des choses. Encore plus, évidemment, dans un décor naturel, parce que c'est le décor qui nous possède, et pas l'inverse. Peut-être qu'un décor, justement, qui est construit en studio, il n'y aura pas forcément ça, même si on peut le voir pour Blade Runner, par exemple, qui a été un film qui a été complètement influencé par son décor, parce que c'était la catastrophe, c'était un décor profondément épuisant pour l'équipe, puisqu'il y avait tout le temps de la fumée, de la pluie, machin. Donc ça crée une forme d'osmose entre les personnages et le décor. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux quand on obtient ça. Parce que, et c'est le cas dans la montagne, on se rend compte qu'en fait, tout existe. On ne fait pas de distinction entre le réel et la fiction. Je vois vraiment Thomas Salvador qui gravit une montagne, qui rencontre des choses étranges, qui entre en osmose avec elle. D'ailleurs, la séquence où il entre dans la pierre, c'est magnifique. Enfin, ça, c'est un truc d'une poésie assez folle. Et en plus, si j'ai bien compris, c'est fait à partir d'un effet assez simple. Donc de studio, hein, effet de studio dans le cas de cette scène-là. Mais en même temps, il y a quelque chose d'incroyable, quoi. On y croit à fond. C'est ça qui est incroyable avec le film, c'est qu'il arrive à minimiser ses effets, il n'en fait pas trop, il ne montre pas trop de choses, il attend en fait, il fait monter la sauce, il attend qu'on connaisse bien Pierre avant de partir vers des horizons plus mystiques et cosmologiques.
Et c'est ça qui est assez magnifique. C'est que c'est là où la poésie du film se manifeste. C'est-à-dire que c'est un film qui est tourné autour de son personnage, évidemment, mais en même temps, le personnage va être dépassé par quelque chose de plus grand. Presque Lovecraftien, d'ailleurs, ces créatures sont très abstraites. Elles pourraient rappeler les créatures. Bon, là, pour le coup, elles sont plus sympathiques, les créatures que l'on voit dans le film, mais les créatures plus dangereuses de l'univers Lovecraftien. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est des créatures qui ne sont pas identifiées. Et il le montre d'ailleurs lorsqu'il est à l'hôpital et qu'il tape, où l'on voit directement ce qu'il tape en fait, hein, sur son téléphone pour chercher ce qu'il a découvert. Et en fait, ça le renvoie juste à des images de maisons illuminées à Chamonix, mais il n'y a rien d'autre, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il a vu en fait est véritablement ancré dans l'irréel. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il arrive en fait à créer du fantastique qui pourtant, malgré son abstraction, le fait qu'il soit totalement en dehors du réel, se reconnecte au réel et ça c'est très beau. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il évite complètement le truc un peu puant du récit initiatique où on s'échappe de la ville parce qu'on déteste ces humains et parce qu'il faut aller vivre avec la nature et que la nature est belle et que le reste c'est moche, alors qu'en vérité c'est plus complexe que ça. La nature elle est pas, elle est belle parce qu'on la perçoit comme belle, mais la nature est dangereuse aussi, il faut pas l'oublier. C'est d'ailleurs ce que peut rappeler un film comme Grizzly Man de Werner Herzog où justement l'ours qui était idéalisé par un benet, un idéaliste, je ne sais pas trop, finalement tous ces éléments vont se retourner contre lui et ça va mal se terminer. Et j'aime bien le fait que la montagne en fait évite totalement l'embellissement total. Même j'ai l'impression que la beauté en fait elle ressort simplement du cadre. Elle est, elle est extrêmement naturelle cette beauté. Il y a quelque chose de, même si c'est vu avec les yeux d'un réalisateur et d'un chef-op, d'ailleurs le travail d'Alexis Kaveshkin est incroyable. Je pense que ça permet en fait d'éviter totalement une totale fascination parce que justement lors de ces séquences il y a la beauté, il y a aussi la peur qui peut en ressortir, il y a le danger qui se manifeste à chaque fois où il y a d'ailleurs un moment où le personnage va quasiment mourir. Il y a d'ailleurs un des plus beaux plans du film à ce moment-là où en fait il fait une espèce de chute mais c'est pas une chute. On pense qu'il chute en fait qu'il est mort mais c'est pas une chute. C'est un plan qui en plus est totalement silencieux, donc en fait, d'ailleurs, c'est quand même incroyable. Le film arrive totalement à donner corps à ce qu'il filme, donc à donner corps à la montagne, à lui donner une existence matérielle qui surprend, qui nous donne envie en fait d'y aller, hein, tout simplement, d'aller voir, et même d'affronter la dangerosité. Et et il y a cette poésie qui se manifeste, qui prend le pas sur tout, qui a un deuxième sens un deuxième passage en fait, un deuxième sens de lecture, c'est pas ça, c'est que c'est un deuxième passage dans le film. C'est-à-dire on passe à autre chose d'encore plus fort. Et ça, je trouve ça quand même assez fort, assez beau de la part du réalisateur. Cette espèce d'ancrage fantastique qui est totalement nécessaire hein, finalement. Comme je le disais, le fantastique n'est finalement présent que depuis le début hein, du film. Hein. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'assez beau et en fait, ce regard que porte Pierre sur, sur la roche, justement, sur la montagne, c'est magnifique. Il y a quelque chose de... C'est un film extrêmement doux d'ailleurs. Euh, qui joue sur les sens, qui joue sur le son. D'ailleurs, l'ouverture du film, c'est du son. Hein. On ne voit pas en fait la machine à café qui fait couler le café au début. Parce qu'en fait, il est dans son appartement, il prend un café, il a l'air plutôt bien installé comme monsieur. Et en fait, on voit pas le café qui s'écoule, on entend juste le café, la machine. Et on voit Salvador, enfin Pierre, pardon, qui boit le café, qui retourne, qui met... on insère un gros plan sur cette tasse de café qui est penchée comme une montagne. Ce que je trouve très beau, pareil. Et il y a ce motif du café qui revient plusieurs fois, notamment lorsqu'il fait le café maintenant lui-même
en montagne en faisant fondre de la glace avec un système de filtre, etc. Et ensuite, lorsque Léa lui sert du café, et on revient vers la civilisation avec ce son de machine qui est profondément bruyant et qui est en même temps mêlé dans une scène d'amour magnifique, d'étreinte. Et ça, c'est sublime aussi. Et c'est ça qui est génial. Le film est vraiment, vraiment formidable sur ce point-là. C'est qu'il y a une espèce de délicatesse, de jeu avec les sens. Lorsque, par exemple, euh, Pierre évolue sur cette montagne, il y a une caresse. En fait, il y a une caresse qui est extrêmement douce lorsqu'il touche la roche, lorsqu'il a. Par exemple, toute cette séquence où il est avec les créatures justement dans la grotte, quelque chose d'extrêmement calme, de doux, et qui encore une fois est de l'ordre de la caresse. Et pareil, lorsqu'il y a cette scène d'amour qui est magnifique, pareil, on filme que la caresse. On ne filme pas l'après, on filme juste ce qu'il y a avant, et on filme l'étreinte, la beauté de l'étreinte. Ce qui rappelle d'ailleurs d'une certaine façon le cinéma de Bruno Dumont, cinéaste qui aime beaucoup filmer aussi l'étreinte et qui la filme très bien. Et je pense, et je suis totalement d'accord avec mon ami Pierre, justement, camarade Formica, de La Table en Formica, qui est un podcast que je vous conseille fortement sur YouTube, euh, m'a dit, oui, on a quand même quelque chose en ce film qui est de l'ordre de ce que fait Dumont et qui est aussi beau, même plus beau peut-être, presque plus beau, que ce que peut faire Dumont lorsqu'il filme une étreinte. Et c'est ça qui est vraiment... Et l'ayant revu d'ailleurs récemment, parce que j'ai vu 2 fois ce film, j'ai été marqué vraiment par cette espèce de tendresse, de calme. Par exemple, ce plan incroyable de panoramique où on voit Pierre qui est assis. Alors il me semble que c'est un panoramique. Il y a un panoramique aussi qui est magnifique, mais il y en a un autre où en fait Pierre est face à la montagne. C'est l'aube ou le crépuscule, je ne sais pas, mais on voit ce fameux, cette fameuse couleur orange du soleil qui se couche et c'est magnifique, ou qui se lève. Et on voit la brume. Alors dans ce cas, c'est peut-être d'ailleurs l'aube en fait. Et on voit la brume qui passe comme une espèce de fluide qui enveloppe le personnage et comme une manifestation encore une fois de l'écosystème de la montagne. Et c'est assez beau. Et puis il y a aussi tout ce truc assez passionnant hein, sur la montagne. Parce que c'est un film aussi qui montre aussi la, la, la montée, la progression, et qui la décrit d'une manière quasiment scientifique, dans le sens où il y a un intérêt pour tout ce qui est filmé, pour tout ce qui est de la progression, de l'évolution, de la technique pour gravir cette montagne. D'ailleurs, il y a toujours cette idée de progression. On n'est jamais dans une espèce de truc un peu qui pourrait être presque paraître, comment dire, d'un retour en arrière. Il y a pas de ça. Il y a pas de retour en arrière. C'est un film qui va vers l'avant totalement. C'est pas, ben voilà, c'est pas conservateur. C'est pas un film conservateur dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière. Même lorsqu'il revient vers la ville, c'est pas un retour en arrière. C'est j'ai été en montagne, j'ai été en contact avec quelque chose, j'ai changé, j'ai une nouvelle vie. Donc c'est pas un film qui est là pour qui parle d'échappatoire. C'est-à-dire que c'est cette montagne en fait, le but de la montagne, c'est surtout de lui apporter quelque chose. Donc il n'y a pas cette idée de délire un peu survivaliste ou je sais pas quoi ou de délire d'échappatoire mais un peu intéressé qui n'est pas forcément très intéressant justement. Hein. On n'est pas dans ces films un peu bourgeois qui fantasment la nature. Euh, on n'est pas dans ce truc-là, on n'est pas du tout dans ça. On est au contraire dans quelque chose où il y a une étape. C'est une étape. Mais d'ailleurs, c'est tellement vrai dans cette manière qu'il a de décrire l'alpiniste en fait. L'alpiniste, il est là juste pour entrer en contact avec quelque chose qu'on ne voit pas forcément tous les jours, de cette espèce d'entité qu'est la montagne, cette espèce
de roches qui nous regardent, qui nous surplombent, et on entre en contact avec elle, et on entre en osmose avec elle, et c'est ça qui est beau. Et, euh, et d'ailleurs, Salvador, si j'ai bien compris, à la base, ce projet devait être une sorte de film sur un alpiniste qui est malheureusement décédé entre-temps, qu'il connaissait. Parce que c'est ça qui est incroyable aussi, hein. Salvador fait toutes ses cascades lui-même. Il est alpiniste à la base, et alors, truc totalement fou qu'il disait en interview, c'est quand même dingue ça, c'est qu'en fait, il n'est pas retourné à la montagne depuis des années, hein, depuis ses 25 ans, je crois, un truc comme ça, à peu près. Il adorait être alpiniste enfant, en fait, adolescent, tout ça, et semi-adulte. Et finalement, il n'y est pas retourné depuis parce qu'il a eu une vie, bah oui, forcément, comme tout le monde, hein. Et que, et comme l'exprime bien le film, ben, se consacrer à la montagne, c'est pas quelque chose de simple. Ça nous demande de nous éloigner un petit peu de notre famille, de nos proches. Et, euh, et ce qui d'ailleurs est quelque chose qui n'est pas contrôlé par le personnage, c'est pas un choix qu'il fait, c'est qu'il est attiré. Donc quelque chose de magique, encore une fois, là-dedans. C'est un personnage qui n'est pas qui est prisonnier, entre guillemets, mais qui sait ce qu'il veut quand même. Mais paradoxalement, il est aussi attiré, donc il y a quelque chose qui est entre les deux. Et donc c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de préparation physique, il n'a pas eu le temps. Et on le voit gravir la montagne véritablement, avec des plans incroyables. Enfin, il y a ce plan de drone là qui va vers l'avant, qui suit le personnage. On le voit complètement écrasé par les perspectives et par l'environnement de la montagne. C'est incroyable en fait. Il y a quelque chose de fou derrière de ce film. Il y a quelque chose de complètement fou dans sa manière qu'il a de- d'être dans cette espèce de réalisme poussé à outrance où en fait c'est carrément le réalisateur qui fait et qu'il n'y a pas il y a pas de tricherie, presque pas de tricherie. Alors je dis pas qu'il faut que les films ne trichent pas, puisque le cinéma ça reste une triche et le film triche forcément à certains moments, mais on a quand même cette espèce d'équilibre parfait entre le faux et le vrai. C'est ça qui est formidable. Et en plus c'est un film qui est forcément attaché à l'intimité de son auteur, puisque c'est un film qui parle de lui, en fait. Comme Vincent Napadeka, il parlait de lui aussi. Qui est un film très beau, qui, pareil, joue sur le son, sur les sens, sur la caresse. Pareil, cette espèce de caresse avec l'eau, c'est magnifique. C'est un cinéaste qui est quand même très intéressant, qui n'est pas assez présent, malheureusement, parce qu'en en fait, il n'a fait que deux films, hein, enfin deux longs métrages, et surtout des courts métrages avant. J'imagine qu'un film comme La Montagne a dû mettre du temps à être tourné. Je pense même qu'aux États-Unis, ce film-là aurait pris du temps parce que aujourd'hui, si on veut faire un film à la montagne aux États-Unis, bah, tu fais un fond vert et c'est tout. Tu vas pas faire un film où on gravit vraiment une montagne. Donc là, il y a quand même quelque chose de très fort. Et en plus, il l'a fait entre deux confinements. Donc c'est un film qui parle un petit peu de cette époque-là, de post-confinement, de cette envie d'aller peut-être ailleurs. Il y a plein de gens qui partent en vacances depuis la fin du confinement, faut pas oublier, plus qu'avant. Et, et je pense qu'il y a un truc cathartique derrière le film. Et donc, je parlais du confinement parce qu'effectivement, le Covid, ça pouvait très vite mettre en péril le tournage. Et en fait, le tournage a été presque un enchaînement de miracles. Donc, on revient à quelque chose qui fait quand même la force du cinéma à la base, c'est l'accident. Dans le sens où le film, il se crée de lui-même. C'était pas le réalisateur qui contrôle le film, c'est le film qui contrôle le réalisateur. Et c'est ça qui est plutôt beau. Mais au-delà de ça, oui, c'est un film voilà, qui m'a profondément touché, qui est bardé d'images qui m'ont transporté, qui m'ont vraiment, disons, vraiment éloigné, mis dans une sorte de cocon, d'étrangeté, de beauté, de voyage presque. Il y a cette idée du voyage quand même qui reste. J'adore les films qui parlent de voyage en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours touché. J'avais bien aimé par exemple Le Grand Marin qui était un très beau film. Alors j'ai plus le nom de la réalisatrice mais qui était réalisé par l'actrice de Compartiment numéro 6 de Kuo Sanen. Et dans ce film-là, c'était une femme qui venait de nulle part en fait et qui, à première vue, voulait refaire sa vie
et décide de devenir chalutière en fait. Elle va bosser sur un chalutier pour la pêche et tout ça, et c'est pareil, on est sur un appel de l'aventure qui était assez beau, donc film que je vous recommande également. Donc voilà, c'est un film qui est tout de même assez beau, hein. C'est un film qui... Et d'ailleurs qui... qui a eu un impact sur mon visionnage, je dois l'avouer, de Avatar. A posteriori, évidemment, mais plus je repense à Avatar, plus je me dis qu'on a quand même, d'un côté, la montagne qui arrive totalement à donner sens à ce qu'il filme, et on a, de l'autre côté, un truc qui est perdu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'à un moment, il est capable de, effectivement, donner de la matérialité avec du faux, ce qui est formidable, mais à un moment, l'exercice est tellement répétitif que ça devient moins intéressant, et pour le coup, je suis plus sensible à ce qu'a fait Salvador avec la montagne. Et de plus, ce qui m'a vraiment charmé, mais là pour le coup c'est très personnel, ben, c'est tout simplement le fait que ça se passe à Chamonix. Et j'ai reconnu littéralement des endroits, des lieux. D'ailleurs, ça m'a rendu un peu triste parce que j'ai vu une Chamonix qui souffre un peu et qui. On voit bien lorsqu'ils sont au glacier, lorsqu'il est au glacier, pardon, eh bien on voit bien que au fil des années, le glacier diminue, ce qui est assez triste. Bon, faut aussi prendre en compte que le film a été tourné en été à un moment. Donc voilà. Mais tout de même, il y a un constat qui est fait que aussi écologiquement, la montagne, elle souffre actuellement. Elle souffre de l'impact de la chaleur, de l'impact du changement des températures. Et il y a cette magnifique phrase qui est dite par une infirmière qui dit à, à Pierre, la montagne, c'est comme un millefeuille. Lorsque la neige fond, ça s'écroule parce que la glace, pardon, la glace, c'est une sorte de colle. Et donc, si la glace fond, bah, la, la montagne s'effondre et elle meurt. Donc ça, c'est assez beau aussi. C'est un film qui pose cette question-là de mais est-ce qu'un jour tout ça, ça va disparaître aussi? Est-ce que ça va disparaître? Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on revienne un petit peu, on essaie de comprendre un peu plus tout ça, de ces environnements que l'on va avoir pour un but purement touristique? Je trouve quand même que, et c'est là où le film échappe à cet aspect, le personnage de Pierre n'est absolument pas motivé par des envies touristiques. C'est pas, il y va pas touriste, en touriste. Voilà, il cherche plutôt d'ailleurs le risque, en fait. Mais le risque, l'aventure, c'est un personnage en quête d'aventure. C'est l'appel à l'aventure, ce fameux concept narratif qui revient dans tant d'œuvres. Donc voilà, je pense que la montagne, il faut aller le voir. Je pense que c'est une proposition, plus qu'une proposition d'ailleurs, parce que c'est un excellent film, fantastique, qui est très belle, qui est très singulière, qui revient à un cinéma que moi j'aime beaucoup, qui c'est totalement en phase avec la conception que moi j'ai du cinéma. Ce qui ne veut pas dire que je rejette tout ce qui est contraire à ma conception du cinéma, mais là pour le coup ça fait plaisir de voir quelque chose avec lequel je peux être totalement en phase en fait. Ce qui avait été le cas aussi de Jackie Caillou, qui était sorti l'année dernière, que j'ai trouvé très beau aussi, film français assez beau, de fantastique, qui se passait aussi dans les Pyrénées, il me semble. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce film. Je crois qu'il est encore au cinéma, donc si vous pouvez le voir, allez le voir, parce que si vous voulez vraiment vivre des sensations poétiques, d'échappatoire, et aussi de retour à la vie, c'est de ça dont parle le film, je ne peux que vous le conseiller. Je vous dis à plus tard et ciao.